Êtes-vous sûr de bien préparer vos fraisiers pour l'hiver? Pensez-vous qu'il suffit de jeter quelques feuilles sur les plates-bandes? Et si je vous disais qu'une seule et unique erreur, commise par 9 jardiniers sur 10, peut vous coûter presque toute votre future récolte? Eh oui, c'est bien ça. Vous pouvez passer tout l'été à prendre soin de vos plants, et en automne, un seul faux pas peut anéantir tous vos efforts. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer 4 étapes clés qui transformeront vos modestes parcelles en de véritables plantations de fraises. Et je vous promets que vous découvrirez un secret qui permettra à vos pieds de non seulement survivre à l'hiver, mais d'en sortir fort, sains et prêts à vous offrir une récolte gigantesque, tout simplement indécente. Regardez jusqu'au bout et vous comprendrez pourquoi votre voisin récolte des baies par seaux entiers, et pas vous. Prêt à connaître la vérité? Avant de plonger dans les détails, prenons un instant pour nous demander qu'est-ce qu'un fraisier au juste. Ce n'est pas qu'un simple plant qui donne des baies en été, c'est une plante vivace avec un cycle de vie complexe. Au printemps et en été, elle dépense toute son énergie pour sa croissance, sa floraison et sa fructification. L'automne, ce n'est pas la fin de sa vie, mais une période cruciale de préparation à un long sommeil. C'est précisément en automne que de véritables miracles se produisent à l'intérieur de ce petit plant. Il forme ses bourgeons floraux, ceux-là même qui produiront les fraises l'année prochaine. Il accumule des nutriments dans ses racines pour survivre aux gelées. En réalité, votre future récolte ne se forme pas au printemps, mais dès maintenant, en automne. Et notre tâche n'est pas d'entraver, mais d'aider la plante dans cette tâche ardue. En comprenant cela, chaque étape que nous aborderons prendra tout son sens pour vous. Alors, lançons-nous dans notre grand marathon de préparation. La première étape et la plus cruciale est le grand nettoyage. Imaginez votre fraiseraie comme un appartement qu'il faut préparer avant une longue absence de ses occupants. Que faisons-nous en premier lieu? Exactement, nous nous débarrassons de tout le superflu. Notre objectif est de retirer toutes les feuilles vieilles, malades, sèches ou rougies. Ces feuilles n'apportent plus aucun bénéfice à la plante. Au contraire, elles constituent un abri idéal pour l'hivernage des spores de champignons et des larves de parasites. De même, nous arrachons sans pitié chaque mauvaise herbe. Non seulement elles privent les fraisiers de précieux nutriments et d'humidité, mais elles compactent également le sol, empêchant ainsi les racines de bien respirer. Une fraiseraie propre et désherbée est un gage de bonne santé. À ce stade, nous ne faisons pas que soigner l'esthétique. Nous menons une véritable opération sanitaire qui réduit le risque de maladies printanières de pas moins de 50%. Maintenant, abordons un sujet qui divise nombre de jardiniers. Faut-il couper, ou même faucher, tout le feuillage des fraisiers à l'automne? Vous avez sûrement déjà entendu ce conseil. Coupez tout à ras, ça repoussera. Eh bien, retenez-le une bonne fois pour toutes. C'est l'un des mythes les plus néfastes qui soient. Rabattre complètement le feuillage est un stress immense pour la plante juste avant l'hiver. Elle se retrouve privée de son appareil photosynthétique naturel et doit alors puiser dans ses précieuses réserves, accumulées pour l'hivernage, afin de produire de nouvelles feuilles. La bonne approche est une taille sélective et sanitaire. On ne retire que les feuilles manifestement malades, celles qui présentent des taches, de la rouille, qui sont sèches ou qui traînent sur le sol. En revanche, les feuilles saines et bien vertes, au cœur du pied, sont sacrées et ne doivent absolument pas être touchées. Elles agissent comme un bouclier protecteur et un accumulateur d'énergie, protégeant le cœur du fraisier et continuant de le nourrir jusqu'aux premières gelées. Pour nos travaux de taille de précision, le bon outil est essentiel. Oubliez la faux ou la tondeuse à gazon. Notre meilleur allié à cette étape est un sécateur bien affûté ou une cisaille de jardin. Pourquoi une lame aiguisée est-elle si importante? Un outil émoussé ne coupe pas. Il écrase et déchire les tissus végétaux, laissant des plaies ouvertes par lesquelles les infections peuvent facilement pénétrer. Avant chaque utilisation et en passant d'un plan à l'autre, désinfectez impérativement les lames. Une solution alcoolisée, de la chlorhexidine ou même de l'eau de javel diluée feront l'affaire. Ce n'est pas de la paranoïa, mais une question d'hygiène professionnelle pour le jardinier. Ainsi, vous éviterez de propager d'éventuelles maladies d'une plante à l'ensemble de votre culture. Et bien sûr, n'oubliez pas vos gants. Ils protégeront non seulement vos mains,
mais contribueront aussi à empêcher la transmission d'agents pathogènes. La prochaine étape de notre entretien concerne les stolons, ces longues pousses par lesquelles le fraisier tente de se multiplier. À l'approche de l'automne, ils ont déjà puisé beaucoup d'énergie dans le pied-mère. Si vous ne prévoyez pas d'agrandir votre fraiseraie et de faire raciner de jeunes plants, tous ces stolons doivent être éliminés. Ils ne vous sont plus d'aucune utilité. Coupez-les au plus près de la base du pied-mère. Ne laissez pas de longs moignons qui pourraient commencer à pourrir. Si par contre vous souhaitiez obtenir de nouveaux plants, il aurait fallu, avant l'automne, ne conserver que la première rosette la plus forte sur le stolon et supprimer toutes les autres. Maintenant, si les rosettes sont déjà bien enracinées, vous pouvez sans problème les séparer du plant mère, afin que celui-ci ne dépense plus ses ressources pour elles. Parlons des erreurs courantes lors de la taille qui peuvent anéantir tous nos efforts. La première erreur, comme nous l'avons déjà mentionné, est la coupe à ras ou le rabattage complet. La deuxième erreur est de tailler trop court. Certains, avec la meilleure intention du monde, coupent les feuilles directement à la base, endommageant ainsi le point de croissance, le cœur de la plante. C'est une erreur à ne surtout pas commettre. Si ce cœur est endommagé, la plante risque fort de ne pas survivre. Laissez des pétioles d'environ 5 à 7 cm de hauteur. Ils sécheront et tomberont naturellement avec le temps, tout en protégeant le point de croissance. La troisième erreur est de laisser les feuilles coupées sur le sol de votre jardin. Mais ça va se décomposer, pensent beaucoup. Oui, c'est vrai, mais ces débris serviront aussi de refuge hivernal aux maladies et aux parasites. Il faut méticuleusement ramasser toute cette matière végétale et la brûler ou l'éloigner de votre terrain. Bien, les massifs sont propres, les arbustes respirent librement. Passons à la deuxième étape, le festin automnal bien pensé. C'est là que réside la différence fondamentale avec l'apport d'engrais du printemps. Si au printemps, l'azote était notre allié pour stimuler une croissance luxuriante du feuillage, en automne, il devient notre ennemi numéro 1. Les engrais azotés, comme l'urée, le nitrate d'ammonium ou le fumier frais, stimuleront l'apparition de nouvelles jeunes pousses. Ces pousses délicates n'auront pas le temps de se fortifier avant les premières gelées et gèleront, affaiblissant ainsi toute la plante. La fertilisation automnale poursuit deux objectifs essentiels: renforcer le système racinaire et aider à la mise en place des bourgeons floraux, garants de la récolte future. Et ce sont deux autres macronutriments qui sont responsables de ces actions, le phosphore et le potassium. Ce sont eux les véritables stars de notre menu d'automne. Comment nourrir nos fraisiers? Deux approches s'offrent à nous, la fertilisation organique et la fertilisation minérale. L'idéal est de les associer pour de meilleurs résultats. Côté organique, un compost bien décomposé ou du terreau, parfois appelé humus, sont parfaitement adaptés. Il suffit d'en épandre une couche de quelques centimètres autour de chaque plant. Non seulement cela nourrira vos fraisiers en profondeur, mais cela améliorera aussi considérablement la structure du sol. La cendre de bois est également un excellent apport organique, particulièrement riche en potassium. Vous pouvez simplement en saupoudrer la terre autour des plants, à raison d'environ 1 verre par mètre carré. Si vous optez plutôt pour les engrais minéraux, privilégiez le superphosphate pour l'apport en phosphore et le sulfate de potassium ou la potasse magnésienne pour le potassium. Ils s'appliquent généralement sous forme sèche. Il suffit de les répandre uniformément sur la parcelle et de les incorporer légèrement au sol, toujours en respectant scrupuleusement les doses et les instructions figurant sur l'emballage. Quand et comment bien fertiliser? La règle d'or, ne jamais apporter d'engrais sur une terre sèche, vous risqueriez de brûler les racines de vos plantes. Arrosez d'abord abondamment votre parcelle avec de l'eau claire. Ce n'est qu'une fois la terre bien humide que vous pourrez appliquer l'engrais, qu'il s'agisse de granulés secs ou d'une solution nutritive. Si vous utilisez des engrais secs, épandez-les entre les rangs et autour des pieds des plantes, en veillant à ne pas toucher le cœur des rosettes. Ensuite, incorporez légèrement les granulés en griffant la surface du sol avec une petite griffe ou un râteau pour bien les enfouir. Si vous préparez une solution, arrosez précisément au pied des plantes en prenant garde de ne pas mouiller le feuillage. Le moment idéal pour l'apport d'engrais d'automne se situe fin août ou en septembre.
juste après le grand nettoyage et la taille. La plante aura ainsi le temps d'assimiler tous les nutriments avant l'arrivée des premiers froids. Outre la fertilisation, une autre opération automnale essentielle est liée à l'eau. Il s'agit de ce qu'on appelle l'arrosage d'hivernage. Il est particulièrement important si l'automne est sec. Son objectif est d'imbiber le sol en profondeur, afin que les plantes disposent d'une bonne réserve d'eau pour leur démarrage printanier. Un sol sec gèle beaucoup plus intensément et profondément qu'un sol humide, ce qui peut provoquer des déchirures et la mort des racines. Ce type d'arrosage doit être effectué tard en automne, juste avant l'arrivée des gelées permanentes, lorsque la température de l'air avoisine 0 degré. Il faut arroser abondamment, de manière à ce que l'eau pénètre le sol sur une profondeur de 30 à 40 cm. Il ne s'agit pas de simplement asperger avec un arrosoir, mais bien d'un arrosage complet, profond et prolongé. Ce coussin d'eau créera des conditions plus confortables pour l'hivernage du système racinaire. Récapitulons les erreurs de fertilisation qui peuvent s'avérer fatales. La première, et la plus importante, est l'utilisation d'azote. Je le répète, pas de fumier frais, de fientes de volaille ou de salpêtre en automne. C'est le moyen le plus sûr de faire geler et de perdre vos plantations. La deuxième erreur est le surdosage. Mieux vaut sous-fertiliser que surfertiliser. Un excès de sel dans le sol est aussi néfaste pour le système racinaire qu'une sécheresse. Respectez toujours scrupuleusement les instructions figurant sur l'emballage des engrais. La troisième erreur est l'utilisation d'engrais chlorés, comme le chlorure de potassium. Les fraisiers sont très sensibles au chlore qui inhibe fortement leur croissance. Privilégiez les formes sans chlore, telles que le sulfate de potassium. Et rappelez-vous, la fertilisation d'automne n'est pas un sprint, mais un marathon. Nous n'apportons pas des nutriments pour un effet instantané, mais pour constituer des réserves essentielles qui soutiendront la plante tout au long de l'hiver et jusqu'au printemps. Les plates-bandes sont nettoyées, les fraisiers bien nourris. On pourrait croire qu'on peut enfin souffler, loin de là. Le troisième acte commence, la guerre contre l'ennemi invisible. Sous les feuilles mortes, dans la couche superficielle du sol, à l'aisselle des feuilles, et même sur les pétioles, des hordes de ravageurs et de spores de maladies se sont tapis pour passer l'hiver. L'acarien du fraisier, le charançon, les spores de la pourriture grise, l'oïdium et diverses taches foliaires. Ils attendent tous le printemps pour se jeter avec de nouvelles forces sur les jeunes feuilles et les bourgeons. Notre mission est de procéder à un traitement préventif afin d'éliminer ou du moins de réduire considérablement la population de ces indésirables. Le traitement d'automne est même plus crucial que celui du printemps, car nous frappons l'ennemi lorsqu'il est le plus vulnérable et s'apprête à hiverner. Mieux vaut prévenir que guérir. Pour un traitement efficace, choisissez un jour sec et sans vent, après avoir entièrement nettoyé vos parcelles, mais avant de procéder au paillage. Il faut que la température de l'air soit encore positive, idéalement au-dessus de 5 à 7 degrés Celsius pour une efficacité optimale des produits. La pulvérisation doit être très minutieuse. Couvrez chaque plant de toutes parts en accordant une attention particulière au-dessous des feuilles et au centre de la rosette. Mais ce n'est pas tout. Il est impératif de traiter également le sol lui-même, sur la parcelle et dans les interlignes, car c'est là que se cache la majeure partie des nuisibles et des infections. C'est une désinfection en profondeur qui assurera un démarrage sain à vos plantations au printemps. Maintenant, choisissons nos armes. Pour combattre les maladies fongiques, comme les taches ou les pourritures, les produits à base de cuivre sont particulièrement efficaces. Le grand classique reste la bouillie bordelaise ou le sulfate de cuivre, généralement appliqué en solution à 1%. Ils déposent un film protecteur sur les feuilles et le sol, empêchant ainsi la germination des spores. Si vous privilégiez des fongicides systémiques plus modernes, des produits comme Chorus ou Score sont d'excellentes options, car ils agissent même à des températures plus basses. Pour lutter contre les nuisibles tels que les acariens ou les charançons, les insecto-acaricides comme Actara ou Fufanon nova seront efficaces. Pour gagner du temps, vous pouvez combiner les traitements en réalisant un mélange en cuve d'un fongicide et d'un insecticide, à condition que leur notice le permette. Cela vous fera gagner un temps précieux.
Le traitement du sol est une étape qu'il ne faut absolument pas négliger. C'est même une phase cruciale, souvent passée sous silence. Une fois les plantes pulvérisées, pensez à arroser généreusement le sol de vos planches de culture avec ces mêmes solutions fongicides. Cette action permet d'éliminer les formes hivernantes de champignons présentes dans le sol. Pour assainir et revitaliser votre terre, l'utilisation de préparations biologiques est également une excellente option. Pensez par exemple à celle à base de trichoderma ou de Bacillus subtilis, la bactérie du foin, que l'on retrouve dans des produits comme le phytosporine ou le trichocine. Ces produits s'appliquent en solution directement dans le sol. Ces micro-organismes utiles agissent en supprimant activement le développement de la microflore pathogène. Les biopréparations sont un excellent choix, en particulier pour les adeptes de l'agriculture biologique. Cependant, il est essentiel de les appliquer lorsque le sol est encore suffisamment chaud. Cela garantit qu'ils auront le temps de bien s'établir et de déployer toute leur efficacité. Brisons maintenant un autre mythe, aussi répandu que dangereux, celui qui prétend que le gel intense éliminera tous les nuisibles et maladies. Malheureusement, il n'en est rien. Nos nuisibles et agents pathogènes ont évolué durant des millénaires pour survivre à notre climat. Ils se cachent profondément dans le sol, sous les mottes de terre, au cœur des résidus végétaux, là où le gel ne peut tout simplement pas les atteindre. De plus, la couverture de neige agit pour eux comme une excellente protection thermique. Par conséquent, compter sur le général hiver revient à s'en remettre purement et simplement au hasard. Seule une préparation automnale attentive, menée en temps et en heure, peut garantir qu'au printemps, vos plantes se réveilleront dans un environnement sain et serein, et non sur un champ de bataille face à une armée d'ennemis affamés. N'y lésinez pas, cet effort vous le rendra au centuple. Nous touchons au but, il ne nous reste plus qu'une dernière étape, la quatrième, la protection hivernale. C'est un peu comme envelopper nos fraisiers dans une chaude couverture pour l'hiver. Cependant, l'objectif principal du paillage et de cette couverture n'est pas tant de réchauffer que de protéger les plants contre les brusques variations de température et les vents hivernaux desséchants. Imaginez, en plein jour, sous le soleil d'hiver, le sol du parterre dégèle, et la nuit, un gel intense s'abat. L'eau dans le sol gèle et se dilate, poussant ainsi le système racinaire de la fraise vers la surface. Ce phénomène, appelé déchaussement, est fatal pour les plantes. Une couverture adéquate atténue ces variations et protège efficacement les racines. De plus, elle aide à maintenir l'humidité du sol et protège les cœurs des plants contre le gel mortel lors des hivers froids et sans neige. Alors, quel matériau choisir pour la couverture de vos plantes cet hiver? Un paillis idéal doit être meuble, bien aéré et surtout sec. Il ne doit ni se tasser ni pourrir. Parmi les excellentes options, on trouve la paille. Attention, surtout pas de foin, car il regorge de graines de mauvaises herbes, les branchages de pin ou de sapin, ainsi que les aiguilles de conifères. De plus, les branchages retiennent parfaitement la neige et repoussent les rongeurs. On peut également opter pour de la tourbe sèche, du compost bien mûr ou même des feuilles mortes d'arbres forestiers, chênes, érables, mais surtout pas celles des arbres fruitiers qui risquent de propager des maladies. La couche de paillis doit être suffisamment épaisse, d'environ 10 à 15 cm, pour qu'elle remplisse pleinement sa fonction protectrice. Disposez-le de manière à ce qu'il recouvre le sol autour des plantes, sans toutefois recouvrir entièrement le cœur de la rosette, au risque de la faire pourrir. Parlons maintenant de ce qu'il faut absolument éviter pour protéger vos plantes pendant l'hiver. En tête de cette liste noire, la sueur fraîche. Elle a tendance à se tasser et à former une croûte compacte et asphyxiante. Sous cette couche, les plantes risquent de pourrir, et en se décomposant, la sueur prive le sol de son précieux azote. Le film plastique ou polyéthylène est également un très mauvais choix. Il crée un environnement humide sans aucune ventilation, et dès le premier redout, vos arbustes risquent tout simplement de pourrir. N'utilisez jamais de fumier frais non plus. Non seulement il pourrait brûler les racines de vos plantes, mais il est aussi un vecteur courant de maladies fongiques.
et comme je l'ai déjà mentionné, soyez particulièrement vigilants avec les feuilles d'arbres fruitiers provenant de votre propre jardin. Elles peuvent abriter des germes, des parasites et des maladies. Choisir le bon matériau de protection est une étape cruciale. C'est la moitié du succès pour garantir la survie et la santé de vos plantes. Le timing est sans doute l'aspect le plus délicat de l'hivernage des fraisiers. Ici, la règle d'or est « mieux vaut tard que trop tôt ». Si vous couvrez vos fraisiers trop tôt, alors qu'il fait encore doux, ils risquent tout simplement de s'étouffer et de pourrir sous l'épaisse couche de paillis. Ce phénomène, appelé pourriture par étouffement, est tout aussi dangereux que les dégâts causés par le gel. Attendez l'installation de petites gelées nocturnes stables lorsque la couche superficielle du sol commence à geler légèrement. Cela arrive généralement fin octobre ou en novembre, en fonction de votre région. Une légère gelée sera même bénéfique pour vos fraisiers, car elle les endurcira. C'est seulement après cette étape, par une journée sèche, que vous pourrez procéder au paillage. Ne vous précipitez pas et surveillez attentivement les prévisions météorologiques. Et pour finir, un dernier conseil, particulièrement pertinent pour les régions, aux hivers rigoureux ou avec peu de neige. Il s'agit de créer une isolation supplémentaire grâce à une couche d'air. Une fois vos parterres paillés, installez de petits arceaux au-dessus et couvrez-les d'un voile de protection non tissé, comme du spunbond ou un agrotextile d'une densité de 40 à 60 grammes étarae. Il est crucial que ce matériau ne repose pas directement sur les plants, mais qu'il y ait un espace d'air. L'air est en effet le meilleur isolant thermique. Cette protection crée un microclimat idéal, les abritant du vent glacial et des fortes gelées. Les bords du voile devront être bien fixés au sol avec des pierres ou des planches pour éviter qu'ils ne soient emportés par le vent. Avec cette double protection, vos fraisiers se sentiront comme dans un hôtel 5 étoiles et au printemps, ils vous récompenseront par une croissance et une floraison spectaculaires. Pour résumer, notre parcours vers une récolte de fraises abondante s'est articulé autour de 4 étapes simples mais cruciales. Premièrement, nous avons procédé à un grand nettoyage en éliminant tout ce qui était malade ou superflu. Deuxièmement, nous avons offert à nos plants un véritable festin d'automne, riche en phosphore et en potassium, en veillant à bannir l'azote, qui leur est nocif. Troisièmement, nous avons déclaré une guerre totale aux ravageurs et aux maladies, en réalisant un traitement préventif. Et quatrièmement, nous avons enveloppé nos fraisiers dans un manteau protecteur, chaud et respirant, et ce, au moment opportun. Le point crucial de cet entretien, celui que beaucoup négligent, est de comprendre que les soins d'automne sont radicalement différents de ceux du printemps. En automne, nous ne stimulons pas la croissance, mais nous aidons la plante à s'endormir en pleine forme et bien nourrie. C'est précisément ce changement d'approche qui distingue le jardinier amateur du véritable professionnel. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je suis convaincu que vos fraisiers sont désormais entre de bonnes mains. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un pouce bleu si vous avez appris quelque chose de nouveau. Et maintenant, une question pour vous. Quelle est votre variété de fraises préférée? Et avez-vous une astuce secrète, une méthode bien à vous pour les préparer à l'hiver? Partagez votre expérience en commentaire. Apprenons les uns des autres.